Chapitre 1. Range à carguer la grand-voile. À peine ce commandement fut-il transmis par le porte-voix du capitaine et répété par le sifflet du maître de manœuvre, que 5 matelots s'élancèrent sur les échelles de corde. Mais au même moment, une rafale épouvantable enveloppa le brick comme dans une trombe, et 2 fois successives le courba tribord à bâbord, au point que les vagues bondirent par-dessus ses lisses. « Amenez les huniers sur le pont !» cria le capitaine François d'une voix de stentor. L'ordre se perdit dans le fracas de la tempête, et il n'était pas articulé qu'une seconde colonne d'air fondit sur le navire avec la rapidité de la foudre, brisa le perroquet du grand mât, les cacatois du mât de misaine, et emporta les toiles qui restaient dehors. Un mousse, cramponné à l'extrémité d'une vergue, où il s'efforçait de fixer la voile avec les rabans de ferlage, fut enlevé par le tourbillon et tomba à la mer. Cet accident passa inaperçu au milieu de l'anxiété générale. Le vaisseau penchait affreusement sur le côté et menaçait de s'engloutir. « À la barre !» tonna le porte-voix. Le chef de timonerie y était déjà. « Elle ne gouverne plus, capitaine !» s'écria-t-il sourdement. « Bas le grand mât !» 5 minutes après, l'arbre, sapé à sa base, s'abattait avec un horrible craquement. Déjà le brick se relevait lorsqu'un autre coup de vent faillit le submerger de nouveau. La position était désespérée. Il n'y avait plus à hésiter. Le commandant le comprit. Assis à son banc de quart, il avait surveillé avec un sang-froid merveilleux les progrès de l'ouragan, et quand il vit qu'il ne lui restait qu'un moyen de sauver son vaisseau, il n'hésita pas à l'employer. « Rasez tout !» s'écria-t-il. Puis, le bruit cadencé des haches frappant à coups redoublés le pied des 2 derniers mâts se joignit au mugissement des éléments en furie, et bientôt le navire flotta au gré des flots. Cependant la tempête se calma peu à peu. On renaissait à l'espérance lorsque, tout à coup, un calier parut sur le pont. « Nous faisons haut !» dit-il au capitaine qui se tenait sur le gaillard d'arrière, debout, immobile, les bras croisés sur la poitrine. « Grille les pompes !» ordonna l'autre, sans qu'un muscle de sa face bougeât. « Où est la voie ?» demanda-t-il ensuite au calier. « Dans la soute aux biscuits, 3 pieds de bordage en dérive. »« Tout le monde aux pompes !» Chacun s'empressa d'obéir, et au bout d'1 heure les pompes commencèrent à franchir. Alors les calfats descendirent dans la cale et parvinrent à réparer les principales avaries. Mais la nuit était arrivée, et il fallut remettre au lendemain le soin de s'orienter. Chapitre 2. Le brick qui venait, grâce à l'habileté de son capitaine, d'échapper à cette épouvantable tourmente, s'appelait l'Alcyon. Parti de Marseille avec un chargement de vin pour la Louisiane, il avait été chassé de sa route par des vents contraires et poussé sur les côtes de la Nouvelle-Écosse. Il portait une 20aine de passagers seulement à son bord. L'un de ces passagers, jeune homme de 25 à 28 ans, était fils de l'armateur à qui appartenait l'Alcyon. Son père l'envoyait à la Nouvelle-Orléans pour y établir un comptoir. C'était le dernier enfant de 4 qu'avait eu l'armateur. 2 étaient morts à la fleur de l'âge, un autre, l'aîné, avait disparu dans son adolescence, et jamais depuis on n'en avait eu de nouvelles. On supposait généralement qu'il s'était noyé. Chapitre 3. Pendant la tempête, Charles, sur l'ordre du capitaine, était resté dans la grande cabine. Mais quand le danger eut cessé, il monta sur le pont où il demeura le reste de la nuit en conférence avec les officiers. Le lendemain matin, une voile parut à l'horizon. Cette vue ranima le courage défaillant des malheureux naufragés. Aussitôt on cessa de travailler à un radeau, dont on avait entrepris la construction avec des espars et des vergues de rechange, pour établir des signaux. Ils ne furent que trop bien distingués. 1 heure s'était à peine écoulée quand un navire silla dans les eaux de l'Alcyon. C'était une longue corvette, noire comme de l'encre, couronnée d'une bande rouge sanglant. Nul pavillon ne flottait à sa drisse, mais des flammes noires ornaient ses cacatois. Le capitaine de l'Alcyon, qui cherchait à reconnaître la corvette, à l'aide de sa longue-vue, fronça soudain les sourcils et frappa du pied. « Qu'y a-t-il donc, monsieur ?» demanda Charles, attribuant ses mouvements à la mauvaise humeur. « Rien de bon, rien de bon. Lieutenant !» Un officier s'approcha. « Voyez !» dit le capitaine en passant la lunette à son second. Dès que celui-ci eut regardé, il pâlit. « Le corbeau !
murmura-t-il. Le corbeau! Répétèrent, en se signant, des matelots qui se trouvaient près du lieutenant. Mais qu'est-ce que cela signifie? Dit Charles, frappé de la stupeur qui se peignait sur le visage des assistants. C'est le corbeau! Mais encore, capitaine. Allons, il faut nous préparer à mourir. Avoir traversé le grain pour tomber sous la griffe du corbeau mille sabords. Mais, persista le fils de l'armateur, expliquez-moi au moins de quoi il s'agit. Il s'agit, monsieur, répliqua le vieux marin, de faire vos dispositions testamentaires. Tenez, voici le corbeau qui croasse, comprenez-vous? Comme le capitaine prononçait ces mots, un éclair illumina les ondes de l'Atlantique, puis une détonation se fit entendre, et 2 boulets ramés balayèrent le pont de l'Alcyon. C'est un corsaire! S'écria Charles avec impétuosité. Il faut nous battre! Nous avons des armes et des munitions! Le capitaine haussa les épaules. Une embarcation à la mer! Ordonna-t-il. Quand le canot eut été mis à flot, le commandant y descendit, accompagné de 4 vigoureux rameurs. Mais qu'est-ce que cela signifie? Répétait Charles, étonné d'un incident aussi extraordinaire. Cela signifie, monsieur, que dans 1 heure nous servirons probablement de pâture aux requins, lui répliqua le troisième. Pourquoi ne pas nous défendre? Se défendre contre le corbeau? Examinez un peu cette mâchoire. Chapitre 4. La corvette, poussée par une fraîche brise nord-ouest, nageait rapidement, toute voile déferlée, depuis ses royales jusqu'à ses focs et ses bonnettes hautes et basses. C'était un magnifique navire de guerre cambré, svelte, élancé comme un yacht, portant fièrement son encolure, et plus fièrement encore ses 3 flèches, qui ployaient comme des baleines sous le fardeau de ses toiles gonflées. À la proue, un immense corbeau, les ailes déployées, semblait prêt à fondre sur sa proie. 2 caronades, du plus fort calibre, avançaient leurs gueules béantes au-dessus de l'envergure aux menaçants volatiles, perchés immédiatement sous le beaupré. Les 20 sabords du corbeau étaient garnis de 20 canons. La gueule de ces 20 canons avait été peinte en rouge, comme la ligne de la préceinte. Sur le pont, au pied des mâts, se tenaient des groupes d'hommes armés jusqu'aux dents. Tous étaient vêtus de chemises rouges, à larges collets rabattus, bordés d'un filet noir, et de pantalons gris de fer, serrés à la taille par une ceinture de cuir, dans laquelle étaient passés des pistolets, un poignard et une hache à double tranchant. Ils avaient la tête et les bras nus. Au moment où le canot détaché de l'Alcyon approchait du corbeau, ce dernier amenait sa voilure et préparait ses grappins d'abordage. Le capitaine François héla, et peu après son esquif était hissé par les palans du corbeau. Un homme se promenait seul sur la dunette. Il avait la physionomie dure, le visage bronzé, les yeux pleins d'un feu sombre et une épaisse barbe noire. Sa stature était élevée, ses membres noués à des attaches souples, nerveuses, ses mouvements brusques, impérieux. Un chapeau de toile cirée, sans ornement, couvrait son chef, mais sa veste en velours brun, ainsi que son pantalon, de même étoffe, était galonné d'argent. À son côté pendait un sabre turc, et à la main droite il tenait un porte-voix. Ce personnage paraissait avoir 30 ans environ. Le capitaine de l'Alcyon marcha bravement à lui. « Comment s'appelle ta coquille de noix ?» fit le pirate, avec un accent gascon très prononcé. « L'Alcyon. »« De quoi se compose la cargaison ?»« De vin. »« Et puis ? » ?»« Des conserves. »« As-tu des passagers ?»« Une vingtaine, pour lesquels je suis venu réclamer votre pitié. » Le forban sourit ironiquement. « Où allais-tu ?»« À la Nouvelle-Orléans. Mais le mauvais temps. »« Et tu venais ?»« De Marseille. »« Ah ! De Marseille !» fit l'autre avec une certaine émotion. Ensuite il se tourna, leva un doigt en l'air, et 4 hommes se jetèrent sur le capitaine François, le terrassèrent et lui garrottèrent les pieds et les poings. Les rameurs qui l'avaient suivi subirent le même sort. Chapitre 5. Déjà le corbeau accostait l'Alcyon. Le premier de ses vaisseaux mit en panne et amarra le second à ses flancs. Les flibustiers se précipitèrent sur leur victime comme des vautours sur un cadavre. Nul parmi les matelots du bâtiment marchand n'osa leur opposer de résistance. La terreur qu'inspirait le nom seul du corbeau avait glacé d'effroi les plus braves.
tous furent liés et transbordés, ainsi que les passagers, à l'exception du fils de l'armateur. Charles, maudissant la lâcheté de ses gens, s'était armé d'une paire de pistolets et, adossé au gouvernail, il menaçait de brûler la cervelle à quiconque tenterait de s'emparer de sa personne. D'abord intimidés par cette attitude déterminée, les Forbans reculèrent, puis ils se ruèrent comme des furieux contre l'intrépide jeune homme. Mais celui-ci fit feu de ses 2 coups, et 2 pirates tombèrent. Leurs compagnons poussèrent un cri de vengeance et fondirent en masse sur Charles, qui, sans perdre son sang-froid, s'était emparé d'une barre de cabestan et la faisait voltiger autour de lui avec une redoutable dextérité. Déjà son levier avait mis hors de combat nombre des assaillants, lorsqu'un officier du corbeau, impatienté de cette lutte compromettante pour les siens, épaula une petite carabine, ajusta le fils de l'armateur et lâcha la détente. Atteint au-dessous de l'omoplate, Charles laissa choir la barre de cabestan dont il s'était fait un si formidable auxiliaire et s'affaissa sur le pont. Chapitre 6. Alors commença le pillage de l'Alcyon, mais tout s'accomplit dans le plus grand ordre. Une discipline de fer courbait la nature sauvage de ces démons à face humaine. La cargaison du navire capturé passa rapidement sur le navire captureur. Ensuite, tous les individus trouvés à bord de l'Alcyon, depuis le capitaine jusqu'au dernier mousse, furent liés 2 à 2 et jetés à la mer avec un boulet de 36 aux pieds. En accomplissant cette affreuse exécution, les matelots du corbeau ne riaient ni ne gémissaient. Ils étaient calmes, insensibles. Pour eux, ces meurtres n'avaient rien d'odieux. C'était une coutume, un devoir, une nécessité. D'ailleurs, c'était la règle. Chaque fois que le corbeau faisait une prise, et cela arrivait fréquemment, nul ne recevait quartier, et pas un des marins engagés sur les paquebots transatlantiques ne l'ignorait. Aussi la réputation de la corvette noire était-elle en harmonie avec l'épouvante que son équipage inspirait. Ordinairement, le corbeau croisait dans le golfe Saint-Laurent, sur la route d'Europe en Amérique, et, comme disaient les matelots, qui de près l'avait vu, plus ne le revoyait. Chapitre 7. Il était midi. Le soleil, voilé depuis le matin par de légères brumes, perçait à l'orient. Aux teintes blanchâtres de l'atmosphère succédait peu à peu un azur limpide dont les réverbérations sur la nappe aqueuse se doraient aux tièdes rayons de l'astre du jour. La nature semblait sourire en déployant ses grandeurs célestes et marines. L'homme s'élevait à la contemplation de ce beau spectacle. Rien, à notre avis, ne parle plus éloquemment à l'esprit et au cœur que le tableau du ciel et de la pleine mer. Immensité sous immensité, mystère contre mystère. Où suis-je? Que suis-je? Ces 2 questions se pressent sur vos lèvres. Soyez chrétiens, musulmans, païens, idolâtres, déistes, panthéistes, polythéistes, rationalistes, matérialistes, nihilistes, soyez ce que vous voudrez, si votre vue n'a plus d'autre limite que le firmament et l'eau, vous rougirez de votre petitesse, et un moment, une minute, une seconde, vous douterez. Non, il n'y a pas de croyance humaine qui résiste à l'infini. Notre nature est trop bornée pour cela. En tout, pour comprendre, pour être fort, il nous faut du tangible, du palpable, du malléable. Nous nous impatientons malgré nous contre ce qui cesse de frapper nos sens. Et cette impatience nous amène à dire avec Montaigne « Que sais-je ?» Puis avec Shakespeare « Suis-je ou ne suis-je pas ?» Chapitre 8. La nuit vint, nuit calme et poétique. À la voûte céleste couraient des petits nuages diaphanes, derrière lesquels la lune mirait son disque argenté. Plus uni qu'une glace était l'océan, réfléchissant, dans sa transparence, la coupole de l'empyrée. Ô nuit d'amour, de langueur, de volupté! Cependant une masse sombre, informe, se dressait au milieu de l'Atlantique. L'onde clapotait à petit bruit autour et formait de légères franges d'écume qui allaient en dégradant insensiblement,
et finissait par se confondre dans le bleu de la plaine liquide. Cette masse, c'était la carcasse de l'Alcyon. Après avoir dépouillé le brick, les corsaires l'avaient abandonné à la grâce de Dieu. Et toujours l'onde clapotait à petit bruit autour et formait de légères franges d'écume qui allaient en dégradant insensiblement et finissaient par se perdre dans le bleu de la plaine liquide. Tout était morne, silencieux à bord de l'Alcyon. Pauvre navire, si gai la veille, si fringant, si animé. On eût dit d'une tombe placée sur une autre tombe. Mais écoutez, ce n'est pas un murmure des vagues, ce n'est pas un soupir de la brise, pas le cri d'un oiseau de nuit. C'est un gémissement humain. Et toujours l'onde clapote à petit bruit autour de l'Alcyon et forme des franges d'écume neigeuse qui vont se dégradant et finissent par se perdre dans le bleu de la plaine liquide. C'est un gémissement humain. Je croyais pourtant que le corbeau n'avait pas laissé créature vivante à bord de l'Alcyon. Mais le gémissement recommence. Un homme se soulève péniblement près du gouvernail, il passe la main sur son front, il interroge ses souvenirs. C'est Charles, c'est le fils de l'armateur marseillais. Et toujours l'onde clapote à petit bruit autour du brick et forme de légères franges d'écume qui vont se dégradant peu à peu et finissent par se fondre dans le bleu de la plaine liquide. Chapitre 9. Oui, c'était Charles. Notre brave jeune homme n'avait pas été grièvement blessé. À son évanouissement, il devait la vie, car un lambeau de toile étant tombé sur son corps peu après sa chute, et l'ayant recouvert, les forbans n'avaient plus pris attention à lui. En recouvrant la connaissance, il se sentit très faible, mais, à mesure que ses forces revenaient, sa mémoire se faisait jour. Il se traîna à sa cabine, où par bonheur il trouva quelques provisions négligées par les bandits. Il mangea modérément et retourna se coucher sur le couronnement. 2 jours après, un bateau pilote le recueillait et le transportait à Halifax. Il écrivit aussitôt à son père. La perte successive de plusieurs bâtiments avait ruiné celui-ci, qui répondit qu'il partait pour les grandes Indes afin d'y tenter fortune. Désormais, Charles était sans ressources. Mais il était plein de force et d'énergie. L'adversité le trouva inébranlable. S'étant rendu à Québec, il y entreprit un petit commerce et se maria avec une Canadienne. Elle était belle et aimante. Durant quelques années, Charles jouit d'une félicité sans nuage. Par malheur, le sort, acharné à sa poursuite, lui ménageait un dernier coup. Sa femme le rendit père et mourut dans les douleurs de l'enfantement. C'en était trop. Charles ne put survivre à son affliction. Bientôt, il suivait son épouse au tombeau et laissait sur cette terre de souffrance une orpheline nommée Angèle. Angèle avait sur l'épaule gauche une tache de rousseur ayant la forme d'un papillon. Chapitre 1. Prenez-le à Londres, à Paris, à Rome, à Madrid, à Lisbonne, à Vienne, à Berlin, à Saint-Pétersbourg, à New-York, à Québec ou à Montréal, et le conducteur de voiture publique sera toujours le même, un type unique. Il est à la fois l'être le plus remuant et le plus pacifique de la terre. Sa gaieté est inaltérable, sa docilité à l'épreuve, sa discrétion proverbiale. Causeur par tempérament, il sait se rendre muet comme Harpocrate. Aussi curieux qu'une femme, il compte la prudence parmi ses premières qualités. Observateur pénétrant, sa finesse ne trahit jamais le résultat de ses investigations. Vif jusqu'à l'excès, il est d'une patience angélique s'il le faut. Têtu comme une mule de la Sierra Morena, on ne l'a point encore vu résister aux flatteries d'un louis. Ennemi juré de la police, il est à tu et à toi avec ses agents. Enfin, soit qu'il reste stationnaire, soit qu'il marche, soit qu'il trotte, soit qu'il galope, soit qu'il vole, le conducteur de voiture publique est le factotum de la société. Que de services n'a-t-il pas rendus? Que de services ne rend-il pas, et ne rendra-t-il pas? On devrait lui voter des médailles,
lui attacher des décorations sur la poitrine, lui ériger des statues. Mais l'humanité est ainsi faite. Elle méprise ceux qui lui sont utiles pour encenser ceux qui lui sont nuisibles. Cependant, perché sur son strapontin, comme un cormoran au sommet d'un rocher, le conducteur de voiture publique regarde onduler la foule à ses pieds et rit sous cape en sifflant un air de sa composition. Car il est poète, il est artiste, notre homme. Voyez-le plutôt. Qui mieux que lui connaît les monuments d'une ville, leur histoire, leur chronique, leur légende? Qui mieux que lui sait la chansonnette en vogue, la toilette à la mode, le livre qui fait fureur? Qui mieux que lui pourrait tirer les effets des causes, les causes des effets? Qu'il daigne ouvrir la bouche et il vous dira où va cette élégante, hermétiquement voilée, d'où revient ce monsieur, enveloppé jusqu'aux yeux dans son cache-nez. Il a pressé les doigts délicats des plus grandes duchesses, causé avec les sommités de la littérature, de la peinture, de la sculpture, de la science, de la diplomatie. Ses connaissances sont universelles, sa mémoire vaut une encyclopédie, son tact est infini. Astronome par nécessité, il vous prédira le beau ou le mauvais temps, comme la fleur des almanachs. Mais, malgré tous ses talents, le conducteur de voiture publique appartient à la classe des incompris. Ô honte de notre siècle! Cependant, s'il lui prenait fantaisie de parler à cet homme, que de faiblesses n'aurait-il pas à révéler sur votre compte, fières dames et orgueilleux gentilshommes qui passez, le dédain aux lèvres, devant son modeste sapin? Grâces au ciel, il est bon, il est charitable, il est miséricordieux, le conducteur de voiture publique. Il a tout vu, il a tout appris, et comme le dit Dumas, il est l'homme des sociétés vieillies. La civilisation est venue à lui, il s'est laissé faire. Sa moralité est à peu près celle de Bartholo. Passant du composé au simple, de l'entier à la fraction, nous allons, si le lecteur y consent, nous transporter sur la place Notre-Dame, à Montréal, et esquisser en 2 traits de plume le conducteur de voiture publique canadien. Partout ailleurs qu'au Canada, le conducteur de voiture publique, tout en conservant son cachet primordial, a su marcher avec le progrès. Mais ici, il n'a pas bougé d'une seule ligne. Tandis qu'en Angleterre, en France, etc., il s'aristocratisait, sur les bords du Saint-Laurent, il demeurait fidèle aux traditions de nos aïeux. Aussi se moque-t-il de ses prétentieux confrères d'outre-Atlantique, qui se font appeler cochers, et n'ambitionne-t-il que l'antique appellation de charretier. Ce nom vénérable, il l'aime, il le chérit, il le respecte comme titre de noblesse. Malheur à qui le lui contesterait. Si maintenant nous délaissons encore une fois le champ banal des généralités pour celui des particularités, si nous exilons l'entier pour patronner l'unité, nous vous apprendrons que Pierre Morlaix était charretier de profession, qu'il stationnait d'ordinaire sur la place Notre-Dame, devant l'église, qu'il marquait 26 ans, n'était pas beau garçon, mais possédait en revanche les plus belles bêtes de toute la paroisse de Montréal. C'étaient 2 chevaux bais bruns, à la robe soyeuse et luisante, aux longues balsanes blanches, portant haut la tête, trottant vite et menu, pas malins en toutes, comme disait leur maître, et faisant 50 milles sans se fatiguer. Je vous laisse à penser si Pierre Morlaix était vain de son attelage. Vraiment, il fallait le voir assis sur le siège de sa calèche, doublé d'étoffe gaufrée, il fallait le voir brûlant le pavé de la grande rue Saint-Jacques, par un beau jour d'été, il fallait voir avec quelle célérité il vous emportait les parties, le dimanche, à Monkland. Et l'hiver donc. Ah! L'hiver était le bon temps de notre ami. Dès que la neige étendait sa nappe de duvet sur la ville et les campagnes, Pierre remisait sa calèche, l'emmaillotait tendrement dans une housse de cuir imperméable et sortait son sleigh, un superbe traîneau ma foi, en velours cramoisi et tout drapé de splendides pelleteries qui retombaient jusqu'à terre. Il en avait fait des jaloux, ce sleigh-là. Les charretiers de la place Notre-Dame, de la place Jacques-Cartier, du marché à foin, se mangeaient-ils la langue chaque fois qu'ils apercevaient sa coque élégante, rasant avec la rapidité d'une locomotive,
le sol argenté de concrétions cristallines. Dans leur envieuse fureur, quelques-uns n'avaient-ils pas comploté la perte du joli traîneau? Oui, mais Pierre Morlaix était un rude gars. Il avait découvert la conjuration, fustigé d'importance les conspirateurs, et son traîneau jouissait de l'estime publique. À peine arrivé à son poste le matin, il était retenu. Nul n'avait souvenance qu'il fût resté 10 minutes inoccupé. Le samedi soir, on l'assurait pour le lendemain, on se le disputait, et maître Pierre, afin de contenter tout le monde, le mettait généreusement à l'enchère. Alors le traîneau montait, 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 les têtes s'échauffaient et souvent la location était adjugée sur une offre de 15 $. Pierre faisait claquer sa langue contre son palais. Le gagnant jetait sur ses antagonistes un coup d'œil de défi, et la foule, que ces scènes hebdomadaires ne manquaient jamais d'amasser, battait des mains. Tel était Pierre Morlaix, ses deux coursiers, Carillon, la Brune et son sleigh, lorsque, par une nuit de janvier 1800, comme le brave phaéton revenait d'une course dans Griffinton, il fut frappé par cette interpellation significative. « Ohé !» Pierre ralentit l'allure de ses chevaux, se retourna, et à la lueur du réverbère voisin aperçut un individu embossé dans un ample manteau, à collet relevé, et coiffé d'un casque, tel est le nom que les Canadiens français donnent à leur coiffure d'hiver, en fourrure. « Approche !» fit ce personnage d'un ton bref. Le charretier avança sa voiture près du trottoir et dit « Embarquez !» L'inconnu sauta dans le traîneau, ramena soigneusement sur lui la robe de bœuf, bordée d'une bande écarlate. « Où va-t-on, monsieur ?» demanda Pierre. « Faubourg Québec, et promptement !» Ces mots étaient à peine prononcés que Carillon et la Brune dévoraient l'espace avec la vitesse du vent. Le froid était sec, la neige grinçait sous les patins du sleigh, et des narines des chevaux s'élevait un nuage de vapeur blanchâtre qui tranchait sur les teintes bleues, projetées par le firmament, nacrées de perles étincelantes. « Quelle rue ?» dit Pierre en franchissant la place d'Alousie. « Rue de la Visitation. »« Quel numéro ?»« Marche. Je t'avertirai quand je voudrais descendre. » Habitué aux caprices de ces pratiques, le charretier poursuivit droit son chemin jusqu'à la rue de la Visitation, qu'il enfila trop brusquement, car le traîneau s'accrocha à une borne et se renversa sur le côté. Heureusement les chevaux s'arrêtèrent d'eux-mêmes, mais Pierre fut lancé au milieu de la voie, ainsi que son voyageur. « Maladroit !» s'écria celui-ci, en se relevant. « Ne pouvais-tu faire attention ?» « Excusez, » balbutia le conducteur confus, et s'assurant qu'il n'était pas blessé. « Allons, leste !» dit l'autre, en ramassant sur la neige un objet qu'il avait sans doute laissé échapper et que Pierre Morlaix crut être un pistolet. Ils reprirent leur place et se remirent en route. Mais au coin de la rue Sainte-Catherine, l'inconnu posa sa main sur l'épaule de Pierre Morlaix. « Voici un louis. Attends-moi ici, tu me ramèneras. » Ce disant, il sautait à terre et disparaissait derrière un pâté de maisons. Séduit par la générosité de son passager, afin de nous servir du terme local, Pierre l'attendit patiemment jusqu'au petit jour. À la fin, lassé de fumer des pipes, de s'agiter le corps, les pieds et les bras pour s'échauffer, il résolut de rentrer ses chevaux à leur écurie. Ensuite, avant de se coucher, il voulut nettoyer son traîneau. Mais quelle fut sa surprise de trouver sur le coussin un petit portefeuille de maroquin noir. Pierre l'ouvrit sans scrupule, en marmottant: « C'est ce monsieur qui, sans doute, l'aura oublié. Il ne manquera pas de le réclamer, et on le lui rendra. » Le portefeuille contenait 20 bills de 50 piastres chacun, et un billet, sans adresse et sans signature, ainsi conçu: « Il ne tient qu'à vous de vous en assurer, si vous le désirez. Il est chez elle. » « Ça ne m'apprend pas grand-chose, » dit le charretier, en serrant le portefeuille dans la poche de son capot. Chapitre 2. À l'époque où commence cette histoire, Montréal était loin d'occuper l'étendue qu'il embrasse maintenant. Le faubourg Québec, si peuplé aujourd'hui, ne comptait guère que quelques maisonnettes éparpillées à travers de vastes prairies marécageuses et sillonnées de ruisseaux. Sur l'emplacement du pâté, actuellement borné par les rues Sainte-Catherine et Dorchester, Baudry et de la Visitation, s'élevait une cahute en bois,
appuyée contre quelques hangars et chantiers de la plus chétive apparence. Cette cahute n'avait qu'un étage. Autour régnait une galerie délabrée, à laquelle on arrivait par un escalier de 4 marches. Le toit, couvert en bardeaux, se projetait en forme d'auvent au-dessus de la galerie et l'abritait tant bien que mal. Il était surmonté d'une lucarne de moiselle, alors à demi enterrée sous la neige. La façade de la masure donnait au sud. Elle possédait 2 fenêtres et une porte basse ouverte à l'extrémité gauche vis-à-vis de l'escalier. Devant cette maison s'étendait la cour, ceinte d'une palissade en souches d'érable, grossièrement empilées les unes sur les autres. Des tas de fumier, revêtus d'une épaisse couche de glace, et un poulailler composaient les principaux ornements de la cour, où l'on pénétrait par une frêle barrière, retenue avec des liens d'osier en guise de gonds, et fermant au moyen d'une corde qu'on nouait à une cheville, fichée dans un montant disposé à cet effet. La maison appartenait à une vieille femme. Habitation et habitante jouissaient d'une mauvaise réputation. Dans le voisinage, on n'en parlait qu'avec terreur. Ceux que leurs affaires obligeaient à passer près de la résidence de la mère Guilloux ne manquaient jamais de se signer, et le nom seul de la Maritorne suffisait pour imposer silence aux enfants criards. La mère Guilloux n'avait plus d'âge. On la disait veuve d'un matelot que nul n'avait connu. Quant à elle, c'était une grande femme, sèche, osseuse, d'un aspect repoussant. Son visage ressemblait assez à une peau de parchemin desséchée, plissée, recroquevillée par la chaleur. Pommettes, maxillaires, saillissaient affreusement. Le front était étroit aux tempes, bas, déprimé, en grande partie caché par des mèches de cheveux blancs sales, qui s'échappaient d'un bonnet d'indienne dont la couleur primitive avait disparu depuis longtemps sous un triple enduit de graisse. De petits yeux ronds forés en trous de vrille, un nez écrasé, aplati comme par un coup de marteau, une bouche énorme, dépouillée de sa lèvre supérieure et laissant à nu quelques crocs jaunâtres, un menton couturé par une cicatrice cruciale, au bord de laquelle avaient cru des touffes de poils gris, achevait de justifier l'effroi superstitieux que cette hideuse créature répandait autour de sa personne et de sa propriété. D'où venait la mère Guilloux? Problème. 10 ans auparavant, elle s'était installée dans la baraque que nous avons décrite, après l'avoir achetée à un pêcheur, et depuis lors elle y vivait. Quels étaient ses moyens d'existence? Autre problème aussi insoluble que le premier. Les commères du quartier prétendaient bien que la mère Guilloux entretenait doux commerce d'amitié avec le diable, et qu'elle devait à l'esprit malin les beaux louis d'or que chaque semaine elle échangeait au marché contre les primeurs de la saison. Mais le diable est ordinairement un pauvre hère, plus chargé de conscience que de piastres, et nous doutons que malgré sa prétendue tendresse pour l'âme de la mère Guilloux, il eût été capable de se constituer le banquier pourvoyeur de son estomac. Comment la mère Guilloux employait-elle ses journées? 3e mystère qu'aucun Oedipe n'avait pu percer. Ce n'est pas qu'on eût tenté d'en déchirer le voile. Dieu merci, à Montréal, aussi bien que partout ailleurs, il ne manque pas de gens plus enclins à soigner les intérêts des voisins que les leurs. La charité est si excellente vertu. Mais, en cette occasion, Madame Charité s'était bourgeoisement cassé le nez. La mère Guilloux, ou la Camarde, comme on l'appelait communément, témoignait peu de goût pour la société. Et les intrépides bienfaitrices qui avaient essayé de porter leur curiosité dans son asile avaient été dûment éconduites par le cerbère du logis, un certain chien-loup malingre, décharné comme sa maîtresse, mais possesseur, au reste, de splendides mâchoires qui auraient émerveillé nos dentistes aux Anores. Ce chien-loup se nommait Hurleur. En été, Monsieur Hurleur gîtait sous la galerie, en hiver, il se promenait flegmatiquement au-dessus. Jamais il ne désertait son poste. Quelqu'un approchait-il trop près de la clôture, le fidèle portier s'élançait dans la cour
se dressait sur ses pattes de devant contre la barre transversale de la barrière et montrait coquettement à l'audacieux ses dents blanches et aiguës. C'était vraiment un chien modèle. Les Français lui auraient, sans nul doute, décerné le prix Monthyon. Moins appréciateurs des nobles qualités que les Français, les Canadiens ne tenaient pas notre animal en haute estime. Au contraire, ils lui avaient voué toutes les malédictions imaginables. Un garnement, de la pire espèce, nous aimons à le croire, ne s'était-il pas avisé de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.